Bonjour, Madame Alors Aujourd'hui. Nicolas, Ça ça va va? bien? Oui, vous aussi? Oui, ça va. Bon, merci d'être là. Madame Maris, bonjour. Ah, bonjour. C'est toujours la petite période de flottement quand on ouvre comme ça, donc on va attendre un petit peu, quelques minutes là. On s'était donné une petite marge là, pour accueillir les gens, peut-être 2-3 minutes. Merci de votre patience à l'avance. Merci. Bon, les gens commencent à arriver en effet en plus grand nombre. Je suis juste en train de régler un petit détail technique avec mon collègue Jean-François. Merci Jean-François. Bien, on peut commencer peut-être tranquillement par un petit mot de présentation. Merci beaucoup d'être présent tout le monde ce soir, de prendre un peu de votre temps précieux pour être avec nous. C'est très apprécié. Mon nom est Nicolas Lavoie. Je suis urbaniste, conseiller en aménagement dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. C'est moi qui ai le privilège de faire, en fait, de travailler sur ce projet-là et d'animer la rencontre ce soir. Je suis accompagné de mes collègues que je vais laisser, peut-être Jean-François d'abord, puis Yolande qui peut enchaîner aussi sur un petit mot d'introduction à tout le monde. Bonsoir, mon nom donc est Jean-François Daunet, je suis chargé de communication à l'arrondissement. Moi, Nicolas et Yolande, on est là ce soir donc pour vous aider à agrémenter cette soirée-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la soirée, on pourra y répondre via le chat. On va faire ça une petite soirée conviviale, ça risque d'être très agréable. Good evening, everyone. So I'm here to try to balance out the French and English. So we'd just like to welcome everyone and thank you for participating in this first of 3 evenings of presentations on the proposals by individuals and organizations for the Empress. Merci, Yolande. En effet, on reprend un peu le fil qu'on avait laissé au début du mois de décembre avec une présentation peut-être trop courte, en fait, des différentes idées et propositions des gens. Donc, on essaie de faire ça ce soir. On aura 4 présentations ce soir, 4 présentations demain, mercredi. Nous en aurons 5 également jeudi pour finir en beauté. Et ça va se passer finalement très friendly ce soir. Donc, on aura les gens qui vont faire une présentation de 10 minutes. Ça sera suivi de 10 minutes de questions, en espérant que vous avez préparé vos questions. Donc, Yolande, je te laisse. Yes, so tonight, there's 3 evenings. Tonight there's 4 presentations. Tomorrow there will be 4, and on Thursday I had 4, but now there's 5 listed for presentations. So each presenter will have 10 minutes to present their project, and then this will be followed by a 10-minute question period, and followed by a very short survey. Exactement. Nous avons, en fait, nous souhaitons utiliser cette opportunité-là pour à la fois que les gens puissent présenter leurs idées, mais aussi peut-être pour voir s'il y a des idées qui sortent du lot. Est-ce qu'il y en a qui sont plus appréciées que d'autres? Et c'est pourquoi on va vous demander à la fin de chacune des présentations
de faire un petit sondage. On va vous poser une petite question à savoir, est-ce que ce que vous avez comme idée qui vient d'être présentée vous apparaît comme étant agréable? Et quelle est votre appréciation entre 1 à 5 de cette idée-là? Ça va nous aider, nous, à essayer de voir si, à l'intérieur de ces idées-là, s'il y a des éléments qui ressortent plus que d'autres. Et à la toute fin, on va vous demander aussi, donc, à la fin des 3 présentations, le jeudi soir, on va vous demander de revenir aussi si, parmi les 13 présentations, les 3 que vous préférez. Alors, Yolande? So coming back to the survey, so every night, every presentation will be asking people to rate from 1 to 5 how they would rate the project that they was just presented. And at the end of the 3 evenings, we'll also be doing another type of survey out of the 13 presentations. So which 3 were your favorites? So these are just to have an idea, standing board of what is popular for now, or what sparked imagination in the population. Excellent. Avant de se lancer, peut-être, Madame Montgomery, vouliez-vous dire un petit mot? Oui, merci Nicolas et bonsoir tout le monde. J'imagine avec le couvre-feu, on n'a rien d'autre à faire. Alors, pourquoi pas des consultations sur l'Empress. Alors, je suis très contente de vous voir en grand nombre et j'ai hâte de voir vos idées et d'avoir cette conversation pour cet édifice. C'est pas magnifique maintenant, mais ça va être. Alors, bonne chance et je vous souhaite un très beaucoup de succès avec notre projet. Merci. Merci beaucoup, Madame Montgomery. Avant de vous lancer, donner la parole au premier présentateur, juste pour vous rappeler, Jean-François va vous projeter à l'écran, juste pour que vous compreniez bien que c'est un projet qui s'inscrit dans plusieurs étapes. Nous sommes au début du processus. Il y aura d'autres étapes qui suivent. Et pour nous, c'est important de présenter, de rappeler que c'est le début d'un projet magnifique. Madame Montgomery vient de le dire. Donc, il y a eu le mandat qu'on a donné à la SHDM en mars et ensuite un mandat avec Edifica pour essayer d'identifier, dans le fond, le projet préliminaire, en fait, les premières composantes préliminaires. Et ensuite, on est dans l'autre étape où l'arrondissement souhaite revenir avec des présentations publiques pour essayer de voir un peu, d'ajouter des ingrédients pour comprendre quels sont les besoins et qu'est-ce qu'on peut offrir. C'est une deuxième étape aujourd'hui, mais il y aura d'autres étapes. C'est pour ça que vous avez à votre droite du schéma les future steps. Il y aura d'autres présentations, d'autres étapes, d'autres moments où vous serez sollicité pour donner votre point de vue. Alors, Yolande va vous, pour nos amis qui ne comprennent pas très bien ce que j'explique, parce que c'est un peu compliqué aussi, là. Yolande, je te laisse le présenter. We have a wonderful bilingual slide in front of you. So it's mostly in English, explaining the details of the different steps of the whole process. It's just a reminder that we are at the first blue bubble right now, which is the présentation publique from the projects and ideas. So we're at the 4th step. There are many steps coming. It started in 2020 with a mandate given to the SHDM. There was also work done with a company that accompanied us. We had co-creation workshops. There was a first presentation and a public consultation in November and December of last year. And there will be more steps. So the borough will continue to discuss and have different exchanges with the community. And so we have to stay tuned because it's not finished yet. Excellent. Merci beaucoup. Alors, on va changer d'écran et pendant ce temps, je vous demanderai, M. Youssef, à vous préparer.
On va projeter à l'écran donc la présentation. Ça va être plus facile comme ça. Et puis, donc voilà, maintenant, j'arrête de parler et je I vous laisse just la parole. Just before, we'd like to remind people that the chat, please do not use the chat while the presentation, people are doing their presentations. We'll use your questions can be asked either live or through chat after the presentations, but not to add chats Ouais. during. Merci beaucoup, Yolande. En effet, on est beaucoup entre nous. C'est très friendly, mais il faut peut-être éviter les mots dans le chat pour éviter de trop distraire le présentateur. Monsieur Youssef, à vous la parole. Et Maxime va vous mettre à l'écran également le chronomètre. Merci Nicolas. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi je m'appelle Youssef Hanin. Je suis organisateur communautaire au Conseil communautaire NDJ. Je vais vous présenter ce soir les idées qui ont été partagées lors de l'atelier du co-design que le Conseil communautaire a organisé avec la communauté en début décembre pour le futur du bâtiment en presse. Alors, il y avait environ une vingtaine de participants. Chacun il a participé, il a partagé ses idées, ses imaginaires. Bon, afin de faciliter la présentation, je vais suivre les mêmes catégories de questions qui ont été posées aux participants lors de l'atelier et qui ont été inscrites en fait dans le formulaire de la consultation émis par l'arrondissement. Donc, je vais vous présenter d'abord le type d'usage. On va parler après sur la qualité de l'espace, les usagers du bâtiment et puis les aspects prioritaires qu'on doit tenir en considération dans le développement du projet. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, alors, nous avons arrangé les idées qu'on a reçues pour le type d'usage sous forme de 4 catégories ou bien 4 usages principaux. Alors, soit un espace de performance, café culturel, espace intergénérationnel et pédagogique, et finalement un centre communautaire ou bien un community hub. Je pense que le mot centre communautaire n'explique pas vraiment ce qu'on veut comme usage là-dedans. J'utilisais plutôt le mot anglais community hub. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, on va commencer d'abord par l'espace de performance. Les participants, ils ont parlé du besoin d'un espace de performance pour les artistes qui vivent à NDJ. Les artistes, ils doivent se déplacer pour aller pratiquer ou pour jouer la musique. Il n'y a pas beaucoup d'espace à NDJ, en fait, pour cette utilisation-là. Alors, ils ont exprimé leur besoin d'avoir un théâtre au sens classique du terme, comme celui sur Saint-Denis, mais aussi, et ça c'est le plus important, comme vous voyez sur la photo en bas, des petits espaces de performance théâtrale comme les small black boxes. Parfois, le grand théâtre n'est pas approprié en fait pour des petits spectacles. Ainsi, les black boxes qu'on voit sur l'écran sont plus flexibles en termes d'espace, mais aussi abordables en coût de location. Et ils peuvent répondre aux différents besoins, notamment les besoins de la population, les besoins des artistes qui n'ont pas besoin vraiment des grands théâtres, mais aussi pour rentabiliser l'empresse. Dans ce cas-là, l'empresse, il peut louer ces petits espaces-là plus facilement et vendre des billets aussi. Ces espaces peuvent accueillir des concerts, des festivals, des contes, danse, musique, ballet, jazz ou autre. Là. On a eu beaucoup des idées là-dessus. Les participants ont aussi parlé du besoin des studios d'enregistrement contemporain, comme on voit dans la photo en haut, avec des caméras pour diffusion en direct. Alors, l'option d'un live stream aussi. Ces espaces sont polyvalents dans le sens qu'ils peuvent être utilisés le jour comme des studios d'enregistrement et puis le soir comme des espaces d'improvisation ou bien de répétition. Afin d'assurer une continuité aussi avec l'utilisation principale de l'empresse dans les années 80, si je ne me trompe pas, les participants ont aussi proposé d'avoir un cinéma de répertoire avec différentes programmations. Un cinéma qui peut accueillir tout genre de festivals, des festivals de films spécialisés aussi. Et bien sûr, quand on parle d'un espace de performance, comme on vient de proposer, cela implique notamment des
des locaux d'entreposage pour tout ce qui est équipement, matériel, outils et tout ça. Alors, on a vraiment besoin d'un espace, des locaux d'entreposage, des rangements aussi. Prochaine diapositive. Merci. Bon, la deuxième catégorie d'usage, c'était un café culturel. Les participants ont voulu voir dans l'Empress un endroit où ils peuvent s'asseoir pour manger, prendre un verre en regardant un spectacle, de la musique live, une projection de film, une soirée de poésie ou autre. Les gens ont même proposé d'avoir une programmation du café culturel, mais aussi il est important que ce soit un espace informel, dans le sens qu'on ne veut pas que la programmation vraiment soit un obstacle ou bien limite l'accès au café culturel. On veut tout simplement que les gens peuvent s'asseoir et jaser. Les participants ont aussi souligné l'importance de ne pas avoir les mêmes activités que le café Shaika à côté. Alors, je pense que ici, une coordination avec le café sera aussi requise. Comme nous allons le voir dans les sections, ah oui, il y avait l'idée aussi d'un café artistique. Donc, on parle ici d'un espace créatif où on peut créer toutes sortes d'art, des dessins, des peintures, des cours d'art même. Comme nous allons le voir dans la section aspect prioritaire, ça c'est la dernière point, la formule lucrative aussi a été aussi abordée. Donc, les uns ont proposé d'avoir un microbrasserie, que ce soit une coop ou bien à but lucratif, où les artistes peuvent présenter leur spectacle aussi. On a même eu l'idée d'avoir un bistrot. Alors, quand vous voyez la photo du milieu, j'ai mis la photo du bistrot à Rivage au musée des Pointes à Calière. En fait, l'idée ici, c'est pour illustrer la cohabitation entre le volet culturel et le volet économique. Mais l'essentiel dans ces bistrots ou bien le microbrasserie aussi, que ce soit un espace qui donne directement vers l'extérieur. Et ça, c'est un point qu'on va en parler là-dessus. Soit, je pense, par le biais d'une façade vitrée, comme on peut voir dans la photo du bistrot à Rivage. Et finalement, pour cet usage, il y a des participants aussi qui ont pensé d'avoir un café terrasse sur le toit de l'Empress, comme un beer garden, qui profite d'une vue impeccable, bien sûr, sur la rue Sherbrooke et puis sur le parc Giroir. Et ça, c'est un lien ce lien, en fait, entre l'Empress et son entourage, enfin, le parc, la rue Sherbrooke, a été souligné plusieurs fois dans cet atelier de co-création qu'on a eu. On passe à la prochaine. Bon, les espaces intergénérationnels et pédagogiques, les participants, ils veulent voir dans l'Empress un espace pour des rencontres intergénérationnelles afin d'encourager en fait les liens entre les jeunes et les personnes âgées. Ces rencontres ils peuvent prendre beaucoup de formes, différentes formes comme des contes, créations artistiques, fabrication ou autres. Il y a certains participants qui ont proposé l'aspect interculturel. Alors, ils ont dit que peut-être il peut y avoir des enfants d'une culture différente qui vont venir écouter des contes par des personnes âgées d'une autre culture. Alors, c'est enrichissant aussi. Ça peut aussi être des rencontres virtuelles. Je pense qu'il va y avoir une présentation précise sur ce terme, sur la notion intergénérationnelle. L'aspect pédagogique autour de thèmes comme l'environnement aussi a été abordé à l'atelier. Certains participants, ils ont voulu voir un bâtiment vert et intelligent qui sert comme un laboratoire, en fait, permettant d'avoir certains apprentissages sur les principes du développement durable. J'ai l'idée du bâtiment Le Tohou ou la Maison du développement durable de Montréal. On passe à la prochaine, s'il vous plaît. Et le dernier point avec le type d'usage, un centre communautaire. Et comme je dis, je pense que le terme centre communautaire ne précise pas vraiment les usages proposés par les participants. C'est plutôt un hub où une panoplie d'activités communautaires peuvent prendre place. Comme un espace de co-travail, un coworking, comme on voit dans la photo en haut. Certains participants ils ont précisé que ce soit un espace de workshopping ideal, où les participants ils partagent leurs idées, des expériences autour d'un sujet précis. On a proposé aussi d'avoir des locaux pour les startups, des entreprises d'économie sociale.
et des locaux aussi pour les commerçants locaux à NDG, comme le collectif, par exemple, Biz NDG. On a voulu aussi avoir des Makers Lab ou bien des ateliers de fabrication. Alors, c'est des espaces, comme on peut voir dans la photo au centre, des espaces de fabrication qui sont équipés avec des équipements, des machineries, des outils, des matériels. On peut partager avec beaucoup de gens aussi pour échanger sur ce qu'on est en train de fabriquer. Ça peut être des ateliers pour menuiserie, de couture aussi. Une autre idée d'avoir des marchés éphémères ou bien des pop-up markets pour les artistes locaux qui veulent vendre le produit, mais aussi pour des publics qui veulent, ou bien la population qui veulent acheter aussi local. Ces marchés peuvent avoir lieu dans les vacances, Noël par exemple, et tout ça. Et on aimerait bien que ce soit aussi géré par les artistes eux-mêmes. On a eu aussi l'idée d'avoir une cuisine communautaire autour duquel on peut avoir aussi différentes activités tout autour. Voilà, ça c'est pour le type d'usage. On va passer maintenant pour la deuxième question qu'on a posée à nos participants, c'est les qualités d'espace. Alors, dans cette partie, on a demandé aux participants de décrire en fait le lieu où ces activités ou ces usages vont avoir lieu. Nous avons ensuite arrangé ces idées ou ces imaginaires, si je peux utiliser le terme, sous 3 catégories: l'ambiance, l'intérieur et l'extérieur. On va commencer d'abord par l'ambiance. Alors, comme vous pouvez le voir dans la photo, on a choisi l'image du centre Pompidou à Paris afin d'illustrer l'imaginaire des participants. Ce n'est pas vrai, les participants, ils n'ont pas parlé du centre Pompidou, mais j'ai vu que cette image-là est pertinente. Donc, on parle d'une ambiance chaleureuse, accueillante, informelle. Et informelle, là, ça a été dit, ça a été dit beaucoup, plusieurs fois, et flexible. Alors, comme on peut le voir sur la photo, c'est un espace ouvert, en double hauteur, sans avoir une circulation bien précise et déterminée. On voit des foules de gens dispersés partout. On voit un espace polyvalent qu'on peut en fait réorganiser avec des cloisons ou des partitions selon les besoins. C'est un espace éclairé par une grande façade vitrée, éclairage naturel. Surtout, c'est informel. Et je pense je me rappelle qu'il y a un participant aussi qui a dit qu'il aimerait voir un espace plus funky que la Maison de la Culture, qu'il soit différent des musées, et qu'il aimerait qu'il y ait toujours des activités qui s'y déroulent. Alors, on comprend ici que la notion informelle, flexible, un milieu vivant, ça parle beaucoup et c'est très important pour nos participants. On est toujours là-dedans. Il y en a autres qui ont imaginé le bâtiment comme je l'ai dit tantôt. Alors, c'est un bâtiment vert et intelligent, que ce soit en termes d'efficacité énergétique, ventilation, chauffage, matière utilisée, matière recyclée, des éléments verts et tout ça. On passe à l'intérieur. Alors, de l'intérieur, on voit que l'aspect confort était vraiment très important pour les participants. Certains ont imaginé même des chaises balançoires, des chaises suspendues du plafond, des fauteuils confortables. Il y a même des participants qui ont parlé des hamacs. Je pense que cela aussi s'aligne avec les termes que les participants ont utilisés comme funky, informel et tout ça. Il y a aussi des idées d'avoir un mur vert comme celui dans la Maison du développement durable et des plantes à grand développement à l'intérieur. Bien sûr, si l'éclairage naturel le permet, parce qu'on a discuté aussi de la notion d'éclairage naturel et la ventilation. On peut passer à la diapo prochaine. De l'extérieur. De l'extérieur, c'est très important. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Les participants ont voulu voir une perméabilité entre l'intérieur et l'extérieur. Évidemment, cette perméabilité peut se faire à travers une façade vitrée, mais les participants ont abordé cet imaginaire de perméabilité au sens plus large. Je vais donner des exemples. Alors, ils ont proposé des spectacles son et lumière sur la façade de l'Empresse, projetés depuis le parc Girouard, comme ceux qui sont au temple pharaonique égyptien. Et je me demande pourquoi pas, compte tenu que l'architecture est néo-égyptienne et on compte la conserver. Alors, c'est comme si les pharaons, sur les façades, ils sont en train de raconter l'histoire du quartier, l'histoire du bâtiment,
à travers le son et un jeu de lumière qui est projeté sur la façade. Il y a d'autres participants qui ont proposé d'avoir des installations éphémères, un focal point ou un élément repère sur la plaza devant le bâtiment, comme c'est le cas de la Musée des Beaux-Arts, comme on voit la photo à droite. Alors, le but de cette installation est de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur et d'attirer l'attention des gens sur les activités qui se déroulent à l'intérieur. On a aussi pensé que le bâtiment il peut faire partie des Poche Fest ou des musiciens locaux qui peuvent venir jouer leur musique devant le bâtiment afin de rassembler en fait les gens autour d'un événement original et culturel. Il y a un autre lien avec l'extérieur, précisément avec le parc Giroir, où on peut faire des projections de films dans le parc, comme Cinéma sous les étoiles. Et puis les gens qui peuvent voir ces projections à partir du café-terrasse sur la toiture de l'Empress. Voilà, ça c'est pour la qualité de l'espace. La troisième question, c'était pour les usagers. Et puis, comme vous pouvez voir ici, ben, je pense que les usagers, on peut j'ai dépassé le temps, là, je vais aller très vite. Comme vous pouvez voir, on veut que cet espace, en fait, soit pour tout le monde. Alors, on parle des aînés, on parle des enfants, des jeunes, des personnes avec des besoins particuliers, même des personnes à mobilité réduite. Alors, l'accessibilité ici est très importante. On peut aussi accueillir des entreprises d'économie sociale et surtout des artistes locaux, mais internationaux aussi. Alors les usagers vraiment du bâtiment, c'est pour tout le monde en tout temps. Et le dernier point, ça, c'est les aspects prioritaires. On peut passer au dernier diapo. OK, alors on a eu 4 aspects prioritaires, la faisabilité financière, l'accessibilité, la communication et d'autres critères comme l'entretien du bâtiment, la cohabitation harmonieuse entre les 3 composants, le résidentiel, le commercial et le culturel. En termes de communication, on veut s'assurer qu'il y a une diffusion de la programmation à l'échelle de la ville. On veut aussi que la programmation soit diverse et adéquate, alors qu'il peut répondre aux besoins des différentes clientèles. Et puis l'accessibilité, comme j'ai mentionné, que ce soit accessible pour les enfants et pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes aînées. Et finalement, pour la faisabilité financière, on veut des budgets adéquats, des modèles, on veut permettre aussi d'avoir des sponsorships aussi, des programmes comme les curations, des programmes de curation qui peuvent aussi financer un peu le bâtiment. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Youssef. On va peut-être prendre quelques questions. Je présume que cette intervention soulève des questions. So, is there any question? You can either raise your hand at the bottom of your screen, or also you can also write your question or mentioning that you in the chat that you want to ask a question. Oui, Monsieur Bounder. Good evening. Good evening. It was a long but great presentation. And thank you for bringing in the intergenerational aspect. Good for you. Later on in our presentation, we're going to be looking at creating a cooperative. How would you feel about joining a cooperative to manage the building? Moi, personnellement, je pense que c'est un modèle très intéressant, en fait, parce que ça amène plusieurs groupes ou bien plusieurs comment dire, entités qui collaborent ensemble et puis ils se partagent, ils partagent le même intérêt. Alors, chacun, il a un rôle dans la gestion et puis c'est comme vous savez, la coopérative, alors c'est comme une propriété collective. Alors, chacun de ces organismes va avoir des intérêts, mais il va regarder les intérêts des autres aussi. Et c'est ça ce qu'on veut, en fait, pour l'Empress. L'Empress, c'est un symbole, en fait, pour tout NDG, et moi, je dirais aussi pour toute la ville. Alors, il y a des différents intérêts, et chaque organisme aussi, il doit voir les intérêts des autres, mais aussi protéger ses propres intérêts et travailler là-dessus. Alors, c'est pour cela qu'on a abordé le thème coopératif aussi.
Merci beaucoup. Other question or? Sinon, moi, j'en ai une. Je vous l'avais posée là, parce que, pour pas vous prendre par surprise, j'en avais quelques-unes même. Je vous posais la question sur, vous parlez de développer un pôle culturel, vous avez aussi parlé d'attirer certaines clientèles spécifiques, vous êtes très large dans les activités, mais comment fait-on pour optimiser les retombées du projet dans le quartier si on veut notamment avoir un bâtiment, un pôle culturel, donc qui s'adresse d'abord et avant tout aux artistes, donc un bâtiment donc comment optimiser les retombées pour la communauté artistique et culturelle de NDG? Ben, en fait, Nicolas, comme tu l'as mentionné, ben, je pense que dans les usagers, c'est vraiment très large. Alors, quand on parle des retombées, en fait, moi, je ne parle pas seulement oui, c'est vrai, c'est un pôle culturel, alors on peut comprendre que c'est pour les artistes, les musiciens et cette catégorie, mais il y a aussi des publics qui profitent de cette production. Alors, on parle aussi de la population. On parle aussi de l'empresse lui-même, là, en termes de rentabilité aussi. Alors, je pense qu'un pôle culturel, oui, c'est vrai que ça répond aux besoins certaines catégories, comme les musiciens, mais je vois aussi comment ça peut répondre à la population en général. Tout le monde veut aller voir des spectacles, écouter de la musique, voir des films. Excellent. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions, les gens? On ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais toutes les présentations vont être mises aussi et rendues disponibles sur le site Internet dans les prochains jours. Alors, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, vous avez manqué des bouts, vous pourrez aller faire un tour et nous poser des questions. Nous sommes très ouverts. OK, il y a deux autres questions, peut-être les deux autres. Monsieur Glad, vous vouliez intervenir? En fait, c'est juste une question parce que tu sais, il y a des gens qui déposent seuls, puis là, il y a Youssef qui propose un projet qui a été consulté avec plein de gens. Est-ce que ça va être pris en considération dans le catalogage des idées que c'est quoi, 24 personnes qui ont contribué à cette idée-là? C'est une question complexe que vous posez. C'est vrai que dans le cas de NDG Community Council, c'est particulier parce qu'ils sont en effet une communauté qui s'est rencontrée, tout ça. Et on voulait quand même mettre de l'avant aussi cette communauté-là. Écoutez, je ne peux pas répondre à cela, c'est trop tôt. L'idée, c'est pas de peser non plus. L'idée, c'est de partager des idées et d'essayer de trouver le meilleur projet qu'on peut faire ensemble. Alors, les idées peuvent provenir un peu de chacun, idéalement. Dans l'idéal, on peut être utopiste, mais voilà. Je ne peux pas vous répondre à ce stade-ci. Nous sommes trop tôt dans la démarche pour pouvoir dire quelle partie on va retenir d'un projet plus qu'un autre. Merci. Yolande, peut-être veux-tu juste revenir là-dessus parce que je pense que c'est important de bien comprendre, que les gens comprennent bien que ce n'est pas c'est comme si on semait des graines qui vont fleurir tout ensemble. Là. Je ne sais pas si c'est une bonne image. Là. The question was asked about what weight certain presentations might have, if some might have more weight than others, because like as the first presentation was from the community council, which had a brainstorm with many people. Does that have more weight in itself as a personal presentation that we'll be seeing tonight and the other evenings? And for now, the answer is I think everything will have this at this point has the same weight, will be given the same attention, and actually we're hoping to be able to get a little bit of everything out of all of the presentations, all of the ideas. There's probably something good in everything, so it's to try to find something, but it's going much, much farther ahead. Merci beaucoup. Le temps file. Je ne voudrais pas permettre donc aux prochaines présentations, mais c'est l'heure de la question, comme on dirait. Alors, it's time for the little question that we mentioned before. Alors, je pense que c'est Maxime qui va la projeter à l'écran. Oui, voilà.
Excellent. Merci beaucoup. Alors, de 1 à 5, vous indiquez votre temps et puis Ah, c'était une question, on s'est demandé si on allait voir live. Alors, la réponse est oui. Non, en fait, il y a seulement moi, vous Ah et oui. Jean-François qui voyez les OK, résultats. OK, parfait. Merci. OK. Il y a 17 personnes sur 30. Peut-être que ça nous inclut peut-être, hein, les présentateurs. Moi, Encore 5 secondes. Excellent. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, nous allons donc poursuivre avec Madame Camille Bédard. Madame Bédard, Jean-François va vous projeter à l'écran votre présentation et comme tout à l'heure, vous lui indiquerez quand c'est le temps de changer. Merci, Youssef aussi également. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Camille Bédard. Je suis historienne de l'art et de l'architecture et mon sujet de recherche principal, en fait, ce sont les salles de cinéma historiques. J'ai effectué beaucoup de recherches sur l'Empress depuis 2009 et j'ai eu envie de m'impliquer dans le processus de consultation publique et citoyenne afin de partager ma perspective d'historienne et non pas pour pousser un projet en soi. Comme j'ai fait mes études universitaires en anglais et que NDG est un quartier bilingue, ma présentation va alterner d'une langue à l'autre. Prochaine diapo. Donc, pourquoi l'Empress? Je suis née et j'ai grandi à NDG. Mes parents y habitent toujours. Bonsoir, papa, maman. Je me souviens être allée à l'époque, ça s'appelait Cinéma 5, le nom de l'Empress dans les années 80-90. Donc, j'y suis allée avec ma mère et mes sœurs quand j'avais environ 3-4 ans. C'était pour aller voir le film All Dogs Go to Heaven. Ces souvenirs sont très flous, comme ça fait longtemps, mais je me souviens quand même avoir été fascinée par ce lieu. En grandissant à NDG, j'y habité jusqu'à mes 24 ans, je passais devant l'Empress de temps à autre et me demandais ce qui se passait avec ce cinéma, ce bâtiment un peu weird sur Sherbrooke avec les hauts reliefs de Pharaon et le décor à l'égyptienne. Et surtout, pourquoi est-ce que ce bâtiment était fermé depuis l'incendie mineur du 11 août 92 qui en a forcé la fermeture? During my undergrad at Concordia University in art history, I took a seminar entitled Space, Time and Architecture with Cynthia Hammond in the fall of 2009. In this seminar, we had to do an artistic intervention on a building or public space, which addressed its historical, social, and cultural issues. For me, this was the perfect opportunity to dive into the research on the Empress and movie theater history. I must admit that I'm a fan of cinema too, so this research topic allowed me to bridge two of my main interests. Next slide. Throughout my research, I learned about architectural features and decor of movie theaters, how spaces in movie theaters work, how such buildings echo social changes. I visited the Empress twice that fall without electricity, so with a flashlight, somewhat spooky, but very interesting and fascinating to understand the space and see what was left of the building. And these are pictures of 209, so imagine the state of decay that the building is in now. Next slide. So for my intervention, I drew 7 different flipbooks on the history of the Empress. 6 of the flipbooks refer to specific moments of the history. On this picture, you see the flipbook featuring Emmanuel Briffat, who's the decorator of the Empress. The 7th flipbook was left completely blank to allow NDG citizens to think about the role of the movie theater in the neighborhood and for the community.
I hand drew 2 series of flipbooks and left them on the benches of NDG Park, in front of the Empress across Sherbrooke Street. Next slide. So here you see one of the flipbooks, the one about the fire. The choice of this medium was also a sort of a tribute to the technique of animated movies, which was used in the early days of cinema and still today. Next slide. Donc, pourquoi l'Empress? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ou de particulier à propos de ce cinéma? En fait, l'Empress appartient à une typologie très spécifique dans l'architecture des salles de cinéma, les cinémas de type atmosphérique, qui est un style qui a été développé par John Eberson en 1922. Le premier étant l'Orpheum à Wichita, au Kansas, qu'on voit à gauche sur l'écran. Et donc, l'intérieur des cinémas de type atmosphérique donne l'illusion d'un environnement extérieur, avec des peintures, des hauts-reliefs, des éléments de décor qui simulent l'environnement extérieur. Quand on pense aux cinéplex de nos jours, qui sont identiques qu'on soit à Montréal ou à Tampa Bay, c'est un peu difficile d'imaginer des salles de cinéma qui sont aussi richement décorées et de façon aussi élaborée, mais c'était l'époque, c'était le style. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, donc dans les premières années, dans l'époque des movie palaces, donc on parle de 1915 à, plus 1920 à 1935, c'est bien avant l'arrivée de la télévision. Donc, le cinéma, c'est une forme de divertissement qui est accessible. C'était une sortie à la fois culturelle et sociale. Marcus Lowe, qui est un des grands magnats du cinéma, disait « We sell tickets to theaters, not to movies ». Donc, les auditoriums de ces cinémas-là, à l'époque, étaient très, très grands. L'Empress, on parle de 1550 places. Le plus gros, c'était le Roxy Theatre de New York, qui pouvait asseoir jusqu'à 5920 personnes. Next slide. So, among these exotic and sumptuous decor, the Spanish courtyard was by far the most frequent. There are very few Egyptian-inspired movie theaters and atmospheric movie theaters, and only one in Canada, the Empress. Atmospheric movie theaters were built predominantly between 1927 and 30. However, Grauman's Egyptian Theater and Le Luxor, I'll come back to it later, miss an important detail of atmospheric movie theaters. Next slide. So in atmospheric movie theaters, the ceiling of the auditorium gives the illusion of a starry sky, either with stars painted on the ceiling, in the case of the Empress, the picture on the right. The picture is not mine though, or integrated to the ceiling with miniature lights. To enhance this illusion, some theaters even use a Brenograph, a rotating disc that projected clouds, storms, birds, and other weird elements onto the ceiling of the auditorium. Prochaine diapo. Les photos en noir et blanc de cette série sont toutes tirées de la même source, qui est le Journal of Royal Architectural Institute of Canada, qui date de novembre 1928. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il s'agit d'un article sur un cinéma, qui n'est pas du tout un sujet considéré comme noble en architecture, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Donc, une autre mise en contexte importante pour comprendre l'Empress, c'est que sa construction suit la tragédie du Laurier Palace. Le 9 janvier 1927, lors d'une projection pour enfants le dimanche après-midi, un incendie qui a été causé soit par une cigarette ou pour la pellicule a causé la mort de 77 enfants âgés de 5 à 18 ans, qui sont décédés non pas à cause du feu, mais qui ont été asphyxiés ou piétinés à cause de la panique. Donc, Alcide Chaussé, qui est l'architecte de l'Empress, n'est pas du tout un architecte de cinéma. Comme il travaillait pour le service des incendies de la ville de Montréal, le choisir pour l'Empress, c'était comme une forme de garantie que le bâtiment soit sécuritaire. Mais
comme c'était un cinéma et qu'à l'époque, les cinémas étaient des bâtiments bien élaborés, il fallait en faire plus qu'un bâtiment fonctionnel. On l'a donc jumelé à Emmanuel Briffat, qui était un décorateur de cinéma très reconnu à l'époque, à Montréal surtout. On lui doit notamment le Rialto sur Parc, le château qui est sur Saint-Denis. Donc, sur ces deux photos, on voit bien les éléments du décor d'inspiration égyptienne, donc avec les sphinx, les scarabées, les pyramides et toute la panoplie de divinités égyptiennes. Prochaine diapo. So here you see the restroom, not a restroom as the toilet, but the rest room, because in the early days of cinema, it was actually a very long program. So people would take a break between the movies. Usually a program would last several hours, starting with news, followed by short movies, then a first, followed by a second movie. Next slide. So here you see some details of the facade that is still in relatively good condition compared to the interior of the building. Next slide. So for my master's at McGill in cultural mediations and technology, I pursued my research on the Empress. As part of a seminar entitled Cultural Landscapes, I did a mini graphic novel on the Empress, and I interviewed also people to have somewhat of an understanding of their own experience of, well, mostly Cinema 5, because the Empress, you know, very few people still have memories of the Empress as the Empress. So if you can switch to the next slide, this is a cross-section of the park that shows on the left a Saint-Augustine church and showing the slope of the park with the Empress on the right. And showing, as Youssef highlighted before, the relationship that is super important between the movie theater and the park. Next slide. Here is just a little play with the marquee. And on the next slide, so a few drawings that were inspired from either plans or photographs of historical drawings of the Empress. And next slide. Donc, je vous ai parlé du Luxor tantôt. La question des salles de cinéma historiques, comme vous l'avez probablement noté, c'est un sujet qui m'habite et qui me passionne toujours. Donc, avec le temps, j'ai rencontré des historiens, cinéphiles, chercheurs et citoyens qui étaient intéressés et sont intéressés, comme moi, soit par l'Empress ou les salles de cinéma historiques. Parmi eux, il y a Jean-Marcel Humbert, qui est un égyptologue qui connaît absolument tout des salles de cinéma décorées à l'égyptienne. Il a joué un rôle clé dans la restauration et la réouverture du Luxor, qui est un cinéma qui est ouvert à Paris en 1921. Comme tant d'autres cinémas, le Luxor a vu sa fréquentation diminuer dans les années 1950. Il a changé d'usage, il est devenu une boîte de nuit, la dérobade dans les années 80, puis a été abandonné et menacé de démolition. En France, par contre, le patrimoine architectural est davantage protégé qu'au Canada. Donc, grâce à une mobilisation citoyenne, le cinéma a été sauvé. Après plusieurs négociations avec la ville et des rénovations, le Luxor a réouvert en avril 2013 et fonctionne depuis comme cinéma, mais avec cette fois-ci 3 salles et non pas une comme à l'origine. Prochaine diapo. Donc, j'ai eu la chance de visiter le Luxor en juillet 2019 avec Jean-Marcel lors d'une escale à Paris. Donc, on voit à l'écran comment son décor a été restauré. Ici, on voit sa façade qui fait l'angle de la rue. Et à la diapo suivante, on voit des éléments de son décor à l'extérieur, ainsi que dans la salle Youssef Chahine, qui est sa salle principale.
Donc, pour moi, le Luxor, c'est un exemple de mobilisation citoyenne et de restauration du patrimoine ayant porté fruit. Prochaine diapo. Donc, l'Empress, que faire maintenant? À travers ce processus de consultation citoyenne, il est primordial de penser aux besoins contemporains et futurs du bâtiment et de sa communauté, mais également de se rappeler l'histoire et la mémoire du lieu. Vous me direz qu'avec la pandémie, avec Netflix, plus personne ne va aller au cinéma. Je vous répondrai que c'est faux. Qu'il y a plusieurs cinémas, à Montréal comme ailleurs, qui ont des publics fidèles qui n'attendent que leur réouverture. Je pense notamment à des cinémas de quartier comme Le Beau-Bien, d'autres avec une programmation nichée comme le cinéma moderne, ou qui tissent des partenariats avec des événements comme le cinéma du parc. Prochaine diapo. Car outre le plaisir du cinéma, c'est le plaisir d'être ensemble et de vivre une expérience que nous souhaitons retrouver. Prochaine diapo. Et l'Empress, c'est un bâtiment trop important à l'échelle montréalaise d'un point de vue historique pour qu'on efface toute trace de son histoire. Je souhaite qu'ensemble, on puisse rêver un nouvel Empress qui soit à la hauteur du bâtiment d'origine et qui facilite l'accès à la culture dans son quartier pour, ultimement, une ville qui soit davantage à l'échelle humaine. Merci. Merci beaucoup, Mme Bédard. Très intéressant de se replonger dans l'histoire. Il y a des questions. Je pense que... Any question? I think, Ms. Montgomery, you already had one. Mrs. Mayor? Oui, excuse-moi. Okay. Je cherche les boutons. Oui, c'est toujours la même chose. On ne se fait pas. Merci beaucoup, Madame Bédard. C'était très intéressant. Et surtout sur l'histoire de l'Empress. Mais alors, si j'ai bien compris, vous dites qu'on doit le regarder comme un cinéma. En fait, j'aurais pu parler pendant 3 heures, vous avez pu le remarquer. Oui. Donc, je n'ai pas du tout parlé de, moi, la proposition, les idées que j'avais pour l'Empress. Je crois qu'il est nécessaire de garder une part de sa vocation en tant que salle de cinéma. Par contre, dans l'état où se trouve le lieu, le bâtiment actuel, et considérant les besoins de la communauté, je pense qu'un bâtiment, un nouvel Empress à usage mixte va être beaucoup plus approprié. Donc, oui, une salle de projection. Moi, je travaille dans un organisme de soutien pour artistes émergents en art vivant, la Serre Art Vivant. Il y a un besoin énorme pour des espaces de répétition, pas uniquement pas de diffusion, mais juste de répétition pour les artistes. Donc, des espaces comme ça, des espaces qui soient flexibles. Si on pense aussi à plus l'aspect de rentabilité ou viabilité économique du bâtiment, avoir une vocation commerciale, mais ça peut être aussi de façon intéressante. C'est pas obligé d'être un magasin. Excusez-moi, c'est la seule expression qui me vient, mais un magasin de guenilles, là. Mais ça peut être une librairie indépendante. Il y a l'idée tantôt qui avait été soulevée d'une microbrasserie. Il y a plein, je pense par exemple au cinéma moderne, qui a un petit café qui est attenant à la salle, qui fonctionne super bien, où les gens vont même s'ils n'ont pas allé au cinéma. Et ce qui est super le fun aussi quand tu es au cinéma moderne, c'est que tu peux prendre une bière, la porter dans la salle, ça fait une ambiance très décontractée où ça devient une destination. Donc, c'est ça, j'ai plein d'autres idées, mais je pense que l'aspect, la vocation du lieu comme salle de cinéma doit être conservé dans une certaine mesure. OK, merci. Merci beaucoup, Mme Bédard, Mme Montgomery. Mr. Bonder, I think you already have another question. Is it okay? Oh, yeah, no problem. I have 2 questions for you, Camille. Yes. Would you say in the case where the arrondissement decided to preserve the hieroglyphic heritage, well,
100 years old. Would you describe that as an appropriate metaphor if the location, the development was built as an intergenerational development, where you have a lot of interaction between seniors and young people? Would you say the motif would be appropriate? Well, an interesting and important fact to bear in mind when thinking about the decor is that those movie theaters, either like the Egyptian one or, you know, the Moorish Andalusia or the Chinese theater in Hollywood, for example, were really built as decor, as film sets. So, and it's super interesting to, you know, look at these spaces today, you know, because we talk a lot and reflect a lot about cultural appropriation. And like, if we look at this through the lens of cultural appropriation, of course, this is completely wrong, like from A to Z. Brifa was a Maltese-born decorator. In my research, there's very little like written evidence about it, but in my research, like it was said that he had barely no understanding, and he probably put like random, you know, hieroglyphic inscriptions on the facade. But this was meant to be like an environment that transported filmgoers elsewhere. So this is important to consider when thinking about it. Would it be appropriate for elders? I don't see why not, if you consider the building from its, you know, original perspective. But also what I don't think Nicolas mentioned at the beginning, but the Empress is in such a like advanced state of decay that the building will not be able to be preserved. The facade, most probably, but most of the building will have to be demolished. But what would be interesting and important would be to, before doing demolition, to actually go inside the building and take out some elements of the decor and of the architecture that could be highlighted elsewhere in the building to, you know, still pay somewhat of a homage to the original building. The exterior motifs could also be preserved within the building, right? Yes, too. Mm-hmm. Your second question, Mr. Bonder? Thank you. How do you feel, Camille, about mobilizing all the different organizations in NDG within the cover of a cooperative, individuals as well, businesses, creating a co-op that would undertake a redevelopment? How would you feel about that? What's the salary? You mean you want to take on the responsibility? Well, I mean, if you wanted to discuss more clearly, then we can go on this. But I mean, the Empress, I'm really fond, as you have all noticed, I'm really fond of the Empress. This is a project that has been part of me for years. So of course I want to see it happen. I don't know if I would be the good person for mobilizing such a big project. I think, and also it's a project that needs various expertise. So mine, you know, as a historian, as a passionate, yes, but I need, you know, proper people in terms of, you know, architecture, in terms of like community organization, more people in terms of like economic, you know, viability and so on. So I think it's not the project of one person, but a team that needs to be, you know, consolidated. Good. But thanks for the offer. Well, I didn't make the offer actually, but please do join us on Thursday when we bring that up. Just to let everybody know that Mr. Bonder is going to present also on Thursday evening at around 6:40. Okay. So I think we're ready for the little sondage, the little survey at this time before going to the next presentation. Alors, Maxime, merci beaucoup, Madame Bédard. Très intéressant de se replonger. Évidemment,
La question porte aussi sur l'appréciation, dans le fond, de ce que vous a présenté la personne. Hein. Ce n'est pas nécessairement à savoir si c'est nécessairement quelque chose qui devrait être fait. Mais voilà, merci infiniment de donner votre avis. Toujours très intéressant. J'envoie 13 sur 28. Voilà, ça rentre bien. Excellent. Je pense que nous avons toutes nos personnes, puisque nous sommes 20, là, plus les gens d'organisation pour présenter. Excellent. Alors, nous pourrons passer à la présentation suivante. Monsieur Jérôme Glad, n'est-ce pas? Jean-François va vous préparer votre présentation. Voilà, excellent à l'écran. Alors, monsieur Glad, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci de faire cet exercice. Honnêtement, ça va être un peu redondant avec la présentation du Community Council parce que ça reprend beaucoup d'éléments, mais je trouve ça intéressant parce que, en tout cas, on n'a pas participé à la démarche, mais je pense qu'il y a des idées convergentes, puis c'est encourageant. Petite présentation rapide Bon, nous, on présente sous rendez-vous NDG. C'est sûr qu'on est des citoyens de NDG à la base qui voulons vraiment renforcer le parc NDG, puis éventuellement le Empress comme le cœur de vie pour la communauté. Et puis, dans nos vies professionnelles respectives, notamment dans les gens qui sont dans le groupe, on a quelqu'un qui est le directeur là, du centre des 7 doigts, le nouveau bâtiment sur Saint-Laurent, au sud de Sherbrooke, là, qui est un gros complexe qui peut ressembler, l'ancien théâtre Juste pour rire, qui peut ressembler un peu au Empress, puis qui a été revampé avec des gros fonds publics gouvernementaux dans les années passées, puis qui s'est très vite positionné comme un lieu un peu de référence quand il a été ouvert il y a 2 ans, qui même faisait un peu concurrence à la SAT là, au niveau de l'échelle. Donc, bah, c'est sûr que lui, il est assez zélé, puis il voit des possibilités pour ce projet-ci, puis des financements même fédéraux qui pourraient être intéressants. Et puis moi, je travaille enfin, j'ai fondé la Pépinière Espace Collectif. On est très, très actifs dans les espaces publics pour créer des cœurs de vie. Mais j'habite derrière le Empress, donc NDG, c'est ma passion. C'est un magnifique quartier. Donc, bref, on a fondé Rendez-vous NDG. C'est comme finalement une initiative citoyenne, un regroupement citoyen mais avoir un organisme pour être capable de faire des initiatives. À la base, on n'a pas forcément on va dire des vues sur le Empress, mais on serait intéressé à ce qu'il y ait vraiment un vrai projet de quartier qui sorte. Et puis, c'est sûr qu'on pourrait éventuellement contribuer. Mais de toute façon, je pense que le projet n'est pas rendu à ce stade-là. Je mentionnais que ça ressemblait beaucoup à ce que la Community Council a présenté. Je trouve en parcourant d'autres propositions, ça ressemble aussi un peu à ce que Notre-Dame-des-Arts a présenté comme projet, ou la Ruche d'Art. Donc, il y a vraiment des idées convergentes. Puis, ça serait intéressant que ce soit un projet qui reflète vraiment ce qu'est NDG et donc qu'on fasse honneur aux groupes locaux. Si j'entre un peu plus dans la présentation du projet qu'on a monté, c'est vraiment l'idée d'un lieu multifonctionnel qui devient un community hub. Ça ne se dit pas en français, là, mais qui devient un peu un cœur de vie pour la communauté, dans lequel on retrouve une multitude d'usages et puis qui correspondent à une multitude de publics. Nous, un peu l'image qu'on donnait d'une journée typique dans ce lieu-là, c'est que tu viens le samedi matin pour profiter d'un atelier, exemple, qui est donné aux étages de la Ruche d'Art, puis l'adolescent fait un atelier d'enregistrement de podcasts dans les étages où on voit des workshops communautaires sur le haut, pendant que les parents prennent un brunch dans la microbrasserie, puis qu'on retrouve je sais pas, un petit marché d'artisans dans la grande salle multifonctionnelle au rez-de-chaussée. Après ça, tout le monde est mangé, ils vont faire un tour au parc, puis ils passent du temps là, ils jouent, ils rencontrent des amis, puis ils reviennent à la fin de l'après-midi se poser, prendre un verre en terrasse. Puis là, finalement, ah mon Dieu, il y a un petit événement dans la microbrasserie ou dans la salle. Puis ils finissent par passer, sans même avoir planifié ça, ils finissent par passer la journée autour du Empress puis du parc NDG. Donc, c'est le genre de lieu spontané
fantastique qui est un peu le rendez-vous de la communauté et qui complète bien l'expérience du parc. Pourquoi je parle de marché aussi ou de complémentarité avec le parc? Parce qu'à la base, nous, Rendez-vous NDG, on l'a un peu fondé parce qu'on aimerait bien, dans le temps, il y avait les rendez-vous du dimanche au parc NDG. On aimerait bien ramener les rendez-vous, des rendez-vous peut-être du samedi avec des marchés publics, des marchés de bouffe de rue, des animations culturelles, etc. Puis, enfin, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Donc, la complémentarité des usages dont on parle d'une microbrasserie culturelle. Je pourrais décrire un peu plus ce que c'est avec une terrasse. Le conseil que le NDG Community Council avait parlé d'un café culturel. Il y a le café Shaika à côté, donc on parlait plutôt nous d'une microbrasserie pour ne pas faire concurrence directe. On parle d'une grande salle multifonctionnelle au rez-de-chaussée qu'on imagine comme une salle étant flexible, mais j'y reviendrai. On parle des étages, on parle des étages publics comme un peu un workshop communautaire ou des ateliers de création, de studio. Et puis, toute la composante dans la partie qu'on voit à gauche de l'écran du bâtiment qui pourrait être un coworking, des ateliers d'artistes ou des bureaux pour des organismes. Parce qu'en fait, que ce soit des bureaux pour des organismes ou une salle multifonctionnelle indépendante, on n'en a pas à NDG alors qu'il y a de grands besoins. On peut passer à la slide d'après. Là, c'est vraiment décomposer les éléments. Puis, donc, pour la salle, c'est vraiment juste des idées, là, mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'imagine pas une salle qui soit figée avec des sièges assis. On imagine beaucoup plus quelque chose de flexible, un peu comme la salle en bas à droite, c'est la SAT. Je n'ai pas du tout mis de légende sur les photos, là, mais c'est la SAT. La SAT, c'est un peu un complexe comme ça, mais pour les arts numériques. Ici, c'est un peu comme ce qu'on propose, une SAT, mais deux quartiers, où justement on peut accueillir différents types d'événements ou différents types de promoteurs qui viennent animer le lieu. Puis leur salle ici, elle est vide, là, en bas à droite, mais en même temps, on sait qu'il y a des marchés de Noël qui s'y organisaient, il y a des TEDx, il y a plein d'événements, des concerts et tout. Puis les deux autres photos représentent plus des cabarets. Donc en fait, il y a de Camille Bédard, c'est ça, je pense, son nom, qui a présenté le fait que ce serait intéressant d'avoir un théâtre, mais un peu réinventé, où on peut, par exemple, prendre un verre pendant la représentation ou éventuellement manger. Il y a toutes sortes, il y a plein de théâtres comme ça dans d'autres pays. Mais il y en a très peu ici. Puis ça peut être intéressant de créer une expérience qui est différente, qui est plus dynamique. Puis ça, c'est un peu des salles de cabaret où on peut autant tenir des spectacles, des shows d'humour, des soirées de cinéma ou des concerts. Et en même temps, le mobilier est fixe et mobile. Quand on veut faire d'autres types d'événements comme un marché de Noël ou même un marché de fermier en hiver, on peut bouger les choses. Prochaine slide. Pour la microbrasserie culturelle ou café culturel ou tout ça, pourquoi? Alors, on a dit microbrasserie parce que l'avantage de la microbrasserie, c'est quelque chose de réglementaire. C'est juste, dans une microbrasserie, on peut amener des enfants. Alors que dans un bar, on ne peut pas amener des enfants. C'est tout con. Puis c'est la régie des alcools qui est très... Il y a beaucoup de flexibilité pour les microbrasseries, il y a très peu de flexibilité pour les bars ou les restaurants. Donc, c'est l'idée d'avoir un lieu qui est plus ouvert. Puis aussi, il n'y a pas de restriction pour les tailles de terrasse pour les microbrasseries. Finalement, ça crée un lieu qui est très, très flexible et en même temps qui a un bon modèle d'affaires parce qu'il produit sa bière, etc. Bon, il y a plein d'autres modèles. Le côté culturel, c'est que oui, il y a une grande salle flexible à côté dans ce qu'on propose, mais en même temps, il y a beaucoup d'événements de plus petite envergure qui peuvent se faire devant une plus petite audience. Donc, que ce lieu puisse se transformer de temps en temps pour, mettons, servir de vernissage. Donc, les gens mangent, prennent un verre, puis il y a un discours d'inauguration du film qui se passe après, qui se fait dans cette salle-là, puis après, tout le monde va dans la plus grande salle. Ça offre une flexibilité. Puis en bas à gauche, on voit le Syndicated Bar à Brooklyn, qui est en fait une salle de cinéma, mais associée à un bar / restaurant où il y a aussi des films qui sont projetés dans l'espace. Prochaine slide. L'image en haut à droite a déjà été utilisée là, pour les coworking, donc je ne passerai pas trop de temps. Là. C'est assez classique, ça, mais c'est l'idée vraiment que ça puisse être un lieu en même temps qui est vécu puis habité par des organismes locaux qui pourraient même contribuer à la programmation qui est en bas. Mais ça, c'est quand même drôle que NDG soit un quartier avec autant d'artistes, une si forte vitalité communautaire, on va dire, mais si peu
d'équipements culturels ou de coworking si on compare au Plateau, au Myland ou tout ça. Donc, je pense qu'on a un déficit à combler là-dessus. Puis j'espère que le gouvernement du Canada se rendra compte que c'est le moment d'investir pour notre communauté. Marc Garneau n'est pas là ce soir, là, mais on pourrait lui en parler. Donc, bon, pas besoin d'en parler trop longtemps. On peut passer à la prochaine slide. Au niveau des ateliers, je ne suis pas allé en profondeur dans les précédents, là, mais c'est vraiment l'idée que il y a beaucoup de Fab Labs qui ont été créés dans les dernières années, mais souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a du mal à rejoindre le grand public. Donc là, de combiner l'idée d'un Fab Lab ou de lieu de studio ou de lieu de création et de médiation culturelle, multiculturelle, interculturelle, ça peut être super intéressant. Et le fait que le Empress soit déjà un lieu qui attire un grand public, ça peut donner plus de poids ou de visibilité à ces types de nouveaux lieux qui permettent aux gens de produire localement des choses qu'ils peuvent voir. La chose qu'on voit qui est intéressante, c'est si on peut avoir des ateliers qui font que les enfants, les adolescents peuvent prendre des cours pour, en journée, ils produisent un film, par exemple, avec tous les équipements, puis le soir, ils peuvent regarder un film ou ils peuvent aller voir un concert et puis le lendemain, ils font un atelier pour eux-mêmes enregistrer leur propre album ou leur propre podcast. Donc, c'est à la fois un lieu de diffusion culturelle, mais aussi un lieu de médiation sur comment on peut produire ces éléments-là. Puis dans ces ateliers-là, on peut mettre de l'avant des organismes déjà bien établis, notamment comme la ruche d'art NDG. Prochaine slide. Bon, ça, c'est le volet marché. Je ne sais pas vraiment si ça peut marcher, mais c'est l'idée d'avoir une salle flexible qui puisse servir aussi de halle de marché en hiver. Comme je disais, nous, Rendez-vous NDG, on aimerait beaucoup ramener la journée du marché au parc NDG comme une grande journée de rendez-vous, un peu comme la messe du dimanche où il y avait le marché public en sortant. Là, c'est la journée où il y a le marché, puis la messe, c'est le show culturel le soir. On pourrait ramener ça en intérieur si on crée cette grande salle qui devient un grand hall multifonctionnel. J'ai combien de temps qui reste, Nicolas? Le temps est écoulé, mais tu vois, une minute ou deux, là. Mais par rapport à ça, programmation collective, là, c'est vraiment l'idée. Longtemps, ça a été une proposition pour faire un cinéma dans le théâtre Empress, mais la problématique qu'on a, c'est vraiment la clientèle. Je ne pense pas que le lieu puisse vraiment accueillir le grand public comme un lieu de destination, comme ce qu'on pourrait voir au centre-ville. Et alors, c'est pour ça qu'on propose, puis on n'est pas les seuls à proposer, je pense que Notre-Dame-des-Arts propose aussi ça, que chaque soir, par exemple, si on regarde le soir, soit animé par un type de diffusion culturelle différent. Donc là, on propose dans la grande salle le jeudi les soirées théâtre, le mercredi soirée d'impro, les soirées cinéma le vendredi soir avec un menu de bouffe qui est mixé avec le film, des concerts le samedi, puis des soirées de cinéma-science, par exemple avec Fantasia qui viendrait faire les projections du dimanche soir, etc. Puis je pense que cette idée de collaboration avec avec différents groupes, différentes entités qui peuvent venir composer la programmation du lieu, ça permet que chacun ait son micro-modèle d'affaires et ça permet de diminuer les risques de juste un gros promoteur qui essaye d'investir et de rentabiliser juste un cinéma. Ça fait peut-être du sens avec la coop que Ellie propose, Ellie Bander. Mais c'est ça. Je pense que l'idée, ce serait vraiment intéressant parce que le Empress, depuis 10 ans, a beaucoup un peu divisé ou créé des tensions entre différents groupes. Je pense que ça pourrait être intéressant, vu toutes les forces vives qu'il y a dans NDG, qu'on puisse monter, ou en tout cas que l'appel d'offres ou la démarche que l'arrondissement va monter par la suite puisse être quelque chose qui soit rassembleur, tout en étant réaliste d'un point de vue modèle d'affaires. Donc, c'est peut-être un peu utopique, mais je pense qu'on a dans NDG les talents pour créer ce projet-là. Merci infiniment. Très gentil, très instructif comme présentation, vraiment. Je suis certain que ça va soulever quelques questions. Sinon, moi, comme tout bon urbaniste qui s'intéresse à ce projet-là, j'en ai, mais je préfère que les gens... So, is there any question among the people around the screens? Certainly.
Yes, Mr. Bonder. He What? probably wants to join your cooperative. That's right. I want you to create it. What if somebody came up with an over-the-top solution to connect the park and the building? What if we created a plateau, let's say on the 3rd floor? To connect with the park? Yeah, and the cars go underneath and You know, becomes an extension of the park right into the theater. I studied in urban design, so I don't really that much like all the overpasses that were built in some cities. Non, mais je crois vraiment que la connexion avec le parc, elle est essentielle, mais il faut faire ça au niveau du rez-de-chaussée. Il faut créer une traverse piétonne qui connecte le parc avec la rue Old Orchard. Il y a certainement des défis, mais il faut... le parc est intimement lié avec le bâtiment. C'est notre cœur de communauté. Il y a plein de solutions. Nicolas, je dois le savoir là, en tant qu'urbaniste. Plein de solutions pour ça, mais c'est sûr que des fois, c'est artériel, Sherbrooke, donc des fois, c'est difficile de pousser ça. Mais à un moment donné, quand tu as un parc et un attrait comme le Empress, les gens vont traverser anyway. Là. L'idée que pousse M. Bonder, c'est quand même de dire de sortir pour renforcer ce lien-là. C'est une idée comme une autre. Et je pense qu'on comprend bien votre question et la réponse également sur l'idée de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, je vais peut-être vous relancer sur une idée qui mélange 2 éléments sur peut-être la question de la production locale que vous avez parlé dans votre présentation, que je comprends être production artistique locale, versus l'occupation du bâtiment. Il y a une contradiction. En fait, ma question, demain matin, mercredi 9 février, ils annoncent moins 25 à Montréal ou moins 20. Comment on occupe le bâtiment comme ça un mercredi matin? On le rend intéressant. Ça fonctionne bien, un projet en été, mais les longs mois d'hiver, c'est autre chose. Ça peut bien aller, par exemple, avec une production locale qui vient s'installer dans le bâtiment de l'Empress pendant, disons, 2 semaines ou 3 semaines. Mais là, ça peut entrer en collision avec... ça peut fermer le bâtiment, dans le fond, pour un certain temps parce qu'on a une production locale qui se fait. Donc, comment on dénoue un peu ce problème-là? Peut-être que... Des idées comme ça. J'essaie juste de relancer un peu le débat. Je suis pas sûr d'avoir compris la question totalement sur c'est quoi une production locale. Dans votre présentation ou dans ce que vous avez soumis avant Noël, vous parliez de production locale. Alors, je croyais que c'est une production artistique locale, donc des gens qui font une production artistique. En fait, par rapport à ça, un peu l'image qu'on avait, il y a une salle, mais il doit y avoir d'autres exemples, mais il y a une salle à Amsterdam qui est, je pense que c'est une coopérative là, pour M. Bonder. Et en fait, le modèle d'affaires de ce lieu, c'est qu'il y a 300 co-opérateurs du lieu qui chacun ont booké une journée, donc ils font un événement par année. Là, le modèle, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais le modèle qui est proposé, c'est plutôt de dire chaque groupe a une soirée dans la semaine qui peut booker. Et je ne sais pas si techniquement ça marche, parce que ça veut dire que la salle doit toujours changer. Là. Mais c'est l'idée de dire, tu sais, par exemple, pendant longtemps, le projet du cinéma NDG travaillait sur essayer de faire fitter un modèle d'affaires de cinéma dans ce lieu. Mais si un groupe qui aime le cinéma travaillait juste sur une soirée ou 2 soirées par semaine, ils auraient peut-être une moins grosse bouchée à manger pour faire fonctionner le modèle d'affaires du lieu. Puis une autre soirée, c'est Théâtre NDG. Je ne sais pas si ils sont encore actifs, mais longtemps, ils ont cherché une salle pour se produire. Notre-Dame des Arts ont plein de contenus puis de partenaires pour faire toutes sortes de soirées culturelles. Donc, tu sais, c'est un peu cette idée de partager le risque, partager la responsabilité du lieu, puis ça devient moins rushant sur un seul opérateur qui doit devenir extrêmement pro puis extrêmement rodé. Puis je pense qu'on a plein d'artistes et de créateurs à NDG qui pourraient contribuer à ça.
Merci beaucoup. Madame Bédard, vous aviez une question, je pense. Vous avez levé la main. Votre micro, Madame Bédard. On va y arriver. Oui, en fait, c'est un peu pour revenir sur cet aspect-là. Comme je travaille dans un organisme pour les arts vivants, donc nous, on travaille avec des artistes qui ont des besoins en termes de résidence, de production, de préparation de projets. Avoir un modèle où de vraiment avoir comme une soirée par personne, par organisme, c'est peu viable parce que souvent, les temps de répétition, d'installation, d'avoir accès au lieu. Donc, un modèle, le modèle, moi, je proposais dans ma non-proposition, c'était plus d'allouer une semaine. Donc, par exemple, en début de semaine, l'artiste entre en début de semaine ou le groupe, donc il y a quelques jours pour s'approprier l'espace, s'installer aussi techniquement, faire des tests et tout ça. Ça, c'est plus dans le cas des arts scéniques. C'est sûr que dans le cas, mettons, de projection de films, de conférences, où tout ça, c'est moins un enjeu. Mais en termes d'art scénique, le temps de répétition, le temps d'installation, de montage, démontage, c'est quand même conséquent. Donc, l'idée, elle est bonne d'avoir une rotation, mais au niveau de la faisabilité, peut-être que ce ne serait pas un soir par semaine, parce que ça aussi, d'un point de vue opérationnel, au niveau de la gestion des espaces, un casse-tête de gérer les besoins de l'humain. Mais ça peut être, c'est une super bonne initiative ou suggestion pour permettre d'accroître l'accès à ce lieu-là, puis d'avoir justement des espaces flexibles qui puissent accueillir différents types d'usages. Ouais, pour rebondir là-dessus, donc, tu sais, moi, dans ma pratique, je ne suis pas un artiste professionnel comme la Serre Art Vivant, c'est ça? Ouais. Alors, par contre, nous, ce qu'on aime beaucoup faire dans les quartiers, c'est de créer des rendez-vous. Puis là, je parle autant avec Rendez-vous NDJ qu'avec la Pépinière Espace Collectif, qui est mon organisme. Parce que si, par exemple, et puis il y a d'autres exemples ailleurs, mais c'est moins professionnel, on va dire, là, mais je pense au Petit Bonheur à Sainte-Camille, là, qui est un petit café, théâtre, enfin, c'est un petit bâtiment, mais qui sert de tout pour la petite communauté que c'est. Le vendredi, c'est la soirée film et pizza. Puis tous les enfants de la communauté vont se rejoindre là, puis c'est très convivial, puis ça devient une routine qui est intéressante pour le quartier, parce que ça développe des habitudes, puis ça fait plus des événements où tu as besoin de communiquer, genre, hey, il faut absolument que cette semaine-là, vous veniez voir tel spectacle, mais tu sais que hey, moi, j'aime leur soirée du vendredi soir au M-Press, fait que j'y vais tout le temps. Et ce qui est intéressant pour une vie de quartier puis une communauté, c'est que si tu aimes cette soirée-là, tu y vas, tu y retournes et tu croises au fur et à mesure souvent les mêmes personnes, puis ça tisse des liens, puis ça tisse du vivre ensemble et tout, puis ça montre comment la culture peut devenir un moteur de création de vie de communauté, là. Donc, c'est ça, je pense, c'est à balancer entre l'idée puis le réalisme. Merci beaucoup. Vous voyez, ça suscite de très belles discussions et très riches échanges. Je le disais, peut-être vous ne croyiez pas qu'on était capable de trouver des terrains d'entente pour enfin de discuter. Bien, c'est ce qu'on fait ce soir. Merci infiniment, M. Glad, pour votre présentation. It's time for our little survey. As mentioned before, as before, you have to tell us if how much you like the presentation. So, merci de cast your vote, comme on dit en bon français, je pense. Merci. 15, 16. There's only 3 persons left, I think. Okay. I think we're done now. Thank you very much again. And on est prêt pour our last presentation of the evening. Mr. Brooke Struck will be our next presenter. Alors, Jean-François, tu vas afficher la présentation. Mr. Struck, oui. It's your turn. C'est votre tour. Okay, thank you. Good evening, everyone. So what I'm going to present is much more kind of high-level concept. It's much less detailed than what you've seen so far, which hopefully will help us to move a little faster because I know we're a little behind. So in thinking about the future of the Empress, I went and took a walk through the park. And if you can go to the next slide,
one of the things that I was thinking about is how nice this little spot is. It's called the Dinette Triple Crown. It's in Little Italy, and it's a little restaurant across from a park. And when you go in and order your food on a nice day, you can take a picnic basket and they'll give you all of your food all nicely packed up to go and eat in the park across the street. And I thought, isn't that such a nice experience to go there and to enjoy this, commercial business that's very kind of symbiotically connected to the park that's across the street. And the fact that we, kind of create the infrastructure to facilitate that symbiotic relationship is lovely. It's a very kind of quaint little thing. What would it look like if we took this idea and really ramped it up on steroids? What if the idea that you take something out of the shop and bring it back as sort of an integral part of your experience was kind of the unifying concept of all the stuff that was going on in the Empress Theater. So if you go to the next slide. I was thinking about what kinds of different lending and borrowing concepts would apply to different types of commercial activities that could go on in a building that's kind of dedicated to this concept. So if you had a toy store or children's play area, it could have a library of toys that users could check out and return. As the father of a 3-year-old girl, the idea that a toy is only exciting for 7 days anyway is like, this resonates very strongly in my mind. If you have an artisanal shop or a community workspace, this has a library of tools as well. There are certain projects that are feasible to conduct within a space outside of your home, but there are also certain projects that, whether we like it or not, you can only really accomplish at home, and sometimes you need just the right tool. That creates a big barrier to access for a lot of people who can't really afford themselves to go out and buy a specialized tool for a specialized project. So this kind of library of tools concept that's grafted onto an artisanal shop or a community workspace. For a clothing boutique, you could have a clothing library. So once again, one of the challenges we're facing as a Western society is that we consume way too much clothing. The textile industry creates tons and tons of waste, and we don't actually wear stuff all that much before we throw it out again. There are certain mobile apps that have been developed to try to address this issue where you can exchange clothing with other users. What I have in mind here is something similar to that idea, except it's really focalized on a space that is kind of the convener of this thing rather than a decentralized approach that's through an application. So this overall concept of lending and borrowing and the library of everything is what I have in mind. So advance to the next slide, please. So there are 3 pillars of sustainability, and I want to explore how this concept touches on each of those 3. So those 3 are society, environment, and economy, and I'll go through each one in turn. Next slide, please. In the volet society, it promotes a shared sense of ownership and solidarity, that we kind of break down that barrier of thinking, well, these are my things, and my neighbor has his things or her things, and those are very separate. When we have this shared sense of ownership over something, we have a shared sense that, like, this is our resource, and I'm connected to the people who live around me because we're all sharing in these things together. And the kind of practicality of these spaces is that it creates very natural opportunities to cross paths with our neighbors, which can be especially valuable for integrating newcomers. So if I think about a space that already exists in NDG, like the Benny Library, for instance, there are so many things that are all clustered around there together. So there's a CLSC right next door, and there's a gym and this kind of thing. Having that kind of critical mass of different types of services and different types of activities that all happen in a small space creates those natural opportunities for people to cross paths in a very spontaneous way, which I think is very valuable, again, especially for newcomers who are arriving and don't necessarily have a familiarity with what's going on already. And finally, it promotes the development of skills. That's something that I want to come back to a little bit later on. As the previous presentations were going, I really started unpacking those ideas. So I'll come back to that. Next slide, please. On the volet environment, if we share things, we buy less overall, and we reduce the raw materials that we use. We also tend to invest in higher quality goods, which last longer and are worth fixing, because it reduces waste. If you buy something because you're going to do a project on the weekend, and that's the last project you ever envision using that tool for, you're not going to invest in a high quality piece of equipment that is worth repairing, that is worth keeping well maintained, and this kind of thing.
If we anticipate that it's going to get an appropriate amount of usage, we invest in having the right infrastructure there to be able to use it over and over and over again. And nothing illustrates this better than one set of cutlery and dishes and basket that gets used 1,000 times versus 1,000 sets of plastic cutlery and styrofoam dishes that get used once each. How our society has arrived at this idea that it's easier, rather than just washing a metal fork, what we should do is go and dig up the bones of old dinosaurs, refine them into petroleum, turn it into plastic, manufacture it into a fork, put it into a plastic bag and ship it across the world. How we've arrived in this situation, I'm not entirely sure, but we're here and we need to find our way back. Next slide, please. And finally, looking at the economic viability and sustainability of this kind of idea. One of the things that happens with these kinds of shared spaces and shared resources is that it creates very engaged consumer bases. So, one of the challenges with everything being commodified is that on se promène from one store to another very, very easily. Local consumption is one way to try and push against that you actually start to create a relationship with a store. This really deepens that idea that you're creating a relationship not only with the store, but also with the community of users who are kind of your neighbors, very literally in this shared endeavor. And it creates natural pathways to acquire new customers as well. So one of the challenges, I think, of maker labs and these kinds of things is that they're often quite isolated. Having one maker lab, it's sometimes difficult to get someone to come in the door. If you have an entire building of maker labs, someone who arrives for one thing kind of gets exposed par la bande, just in passing, to the other things that are going on in that space. It also creates secondary markets for the repair economy. So this is something that we've seen in some Scandinavian countries, that the governments are actually putting out money to rebuild the economy of people who repair objects, because they've gotten so cheap and so difficult to repair, the entire repair economy has collapsed. So this is a way to start to semer les graines, to start getting that economy rolling again. And it also, as I mentioned earlier, reduces the costs of access to high quality goods. So a lot of things that we might want to do, we might not be within our reach because we don't have access to kind of the critical infrastructure to do it. People, for instance, who want to go and have a nice evening might feel that they can't afford for themselves to have a nice set of clothing to go and kind of appreciate that ambiance in the way that they want to. If we have this kind of shared resource where you can borrow it instead of needing to purchase it outright on your own, this lowers the barrier for entry. And just very quickly, I wanted to come back to the couple of points that I mentioned, kind of picking up from the previous presentations, which I really, really enjoyed, by the way. I felt that they were very inspiring and very creative. One of the things that happens is that the cultural experience you see one day becomes the skill that you can acquire by coming back tomorrow. And that's something that I really like. It creates this opportunity for people to see, really impressive cultural works and to feel that that is accessible to them. Because if I think that something is cool, I don't have to become an expert. I can just come back the next day and engage in more of kind of a participant role than just a consumer role. It breaks down that duality between the people who work there and the people who patronize the space. So that was something that I found really interesting. And I think it applies really well to these concepts of like much more creative endeavors, as opposed to more commercial endeavors, which is a bit more of the focus that I had in the way that I put my presentation together initially. And the second kind of division that it helps to break down is breaking down the divisions between the various professionals the professional users of the space. So you end up with this kind of multi-mode creativity. This is a concept that we see a little bit in the building where my office is located. I work in the Château Saint-Ambroise down in St. Henry. And there's something really cool there. There's a cool potential that hasn't fully been realized because they kind of don't lean into it intentionally in any way that I've seen. They have creative agencies, they have video studios, they have salons. Together, each of these businesses has a key way that they can engage with each other. They can actually kind of
band together and deliver like a full service value proposition that none of those individual businesses can offer individually. So they can do a much higher value adding service, which economically is a very interesting thing. In a theater context, let's just explore this example. If you have in this space a theater and a woodworking shop and a textile shop, the theater becomes the space that creates consumers for the woodworking shop and for the textile shop. Because when you have new productions that come into the theater, you need sets and you need costumes. Now, when you have touring shows, often they're bringing their own sets and costumes with them to a certain extent, so that changes things a bit. But one of the ideas that was discussed in several of the presentations is that part of what we're looking to promote here is lowering the barrier for entry to less established companies, to open the space for more kind of experimental and developmental ideas for people who are still trying things out and trying to figure out a direction for themselves in their creative endeavor. So for consumers like those, having this full service offering where you say there's a space and there's a woodworking shop and professionals who can help you with sets, and there's a textile shop who can help you with costumes, that full service offering really lowers the barrier for entry to those people who are taking more of an entry level kind of experimental approach to a creative art. It reduces the amount of coordination time that they need to put into finding suppliers for all of these things. It really just simplifies their life and makes it easier for them to get going. So that's all that I want to say on that, other than just thanking the other presenters very wholeheartedly. I really enjoyed the ideas that you contributed. And I hope that my little kind of recap of those ideas in miniature in my own context is an adequate way to show my appreciation of your great work. Thank you very much, Mr. Struck. I think you really did a great job in trying to gather all the most of these ideas that were previously said by the other presenters. Is there any questions regarding these interesting comments and last presentation? While we wait for a question, I'll say that this kind of shared approach also lends itself very well to a cooperative. Is Mr. Bonder still with us? I believe so. Yes, he is. Yeah, Mr. Bonder, you want to say something? Thank you very much. I would just like to know how many TED Talks you have given, because I would watch every one. Well, thank you for that. I'll record a few more then. Perfect. We also have a question from Mr. Kevin John Patterson. Can open at least your microphone. Hi, sorry, that was difficult for me to find a microphone. I'm very interested in the kind of collective arts models that work in the world. The ones I know of in France, or more closely in Ireland, the Kilkenny Arts Theatre, or in the UK, Stroud, where there is a very strong synergy between artists who support, for example, everything else that's been said earlier, the artists who would support theatre productions, who would support cinema productions, who would support selling throughout the perhaps cafes, etc. This does create a microeconomy. So I suppose my question is how hopeful are you that this is pragmatic, given that we're always challenged by the total satisfy now type of economy, that people will reach out and touch the local and look for the locally developed product quality artisanal offerings. I say this a bit tongue-in-cheek because I know how strong NDG is, but I think it's when you mention the Maker Lab, you make me smile an awful lot that this is something we need to fight for within our community. So what is your view on how positive and how achievable this is?
My sense is that we do have some of these elements already in our community. You know, I think there's a Maker Lab, what, 3 or 4 blocks west of the building already on Sherbrooke Street on the north side. You know, there are kind of pieces that are there, and they're not, you know, they've been around for a while. I know that they're not, you know, they're not sprouting up all over the place, but they also are surviving. And this shows me that, like, if on their own they can survive, if there's a way to create this kind of microeconomy by bringing them together and allowing them to enjoy the shared benefit that they get from exposing, you know, having consumers exposed to all of them en passant as they frequent any one of those spaces, and the benefits that they get from being able to share the space and share with each other. My sense is that if kind of there's a baseline of survivability for those businesses on their own, putting them together makes it a much more interesting circumstance. Si je peux te suivre, puis Thank you, merci. Yes, sorry, Mr. Patterson. Juste vous reprendre, puis pour le besoin de la communauté, de tout le monde, Yolande pourra traduire, mais votre idée fonctionne bien. Il y a déjà des éléments en présence dans la communauté. Pour que ça fonctionne bien, un modèle comme celui-là, ça prend, it has to be spread around the neighborhood. Alors, what will be the role of the Empress Theatre? Le rôle de l'Empress lui-même, d'un bâtiment municipal, pour comme effet, est-ce que c'est l'effet d'entraînement? Est-ce que finalement, les composantes de cette communauté, le rôle d'un peu tout le monde, c'est tous les gens qui ont front sur Sherbrooke et pas seulement nécessairement. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus sur le rôle d'un bâtiment municipal, le rôle de la ville pour avoir des effets d'entraînement sur cette collectivité, the Arts Collective, M. John Patterson vient juste de parler. Mm-hmm. It's a strategic decision. It's a strategic decision about whether the sharing of artistic experience and skills is something that the city wants to invest in because it sees, you know, a strong return on that. So from the cultural perspective, it's a question of whether of the role that kind of promotion of artistic experiences plays in the broader vibrant life of the community. I mean, I've been doing a lot of work in the last few months on mental health, you know, issu de la COVID, thinking also about the mental health impacts of this crisis that will last for years and years after the crisis has passed. You know, our artistic expression is going to be a very important outlet for people as they try to cope with a very, very different reality than they had been expecting 12 months ago. So, you know, it's up to the city to make a decision about how it decides it wants to invest in kind of releasing the pressures in our community and helping us to find healthy ways to express that. So that's on the kind of creative expression side. And on the economic side, it's about deciding whether the types of benefits that I described around you know, new skills development, around a repair economy, these kinds of things are part of their overall vision for how it is that they're going to construct an economy that is resilient against the big challenges of the 21st century. Très intéressant. Thank you very much. Ms. Bedard, you want to add something or ask a question to Mr. Strzok? Oui, en fait, c'est sur cette question je pense que oui, il y a l'Empress, mais il y a aussi la ville qui a un rôle à jouer en termes de leadership. On sait que Montréal, pré-COVID, on s'entend, se définit comme une métropole culturelle qu'elle vit de festivals, d'événements, qui se déploient à travers la ville pendant l'année. Puis, sans grande surprise, on a vu la ville un peu désertée, surtout le centre-ville l'est présentement. Le quartier des spectacles, c'est complètement vide parce qu'il n'y a pas de vie culturelle.
Donc, amener une vie culturelle dans les quartiers par certains pôles, comme le feront, on l'espère, le Nouvel Empress, c'est aussi ce serait pour la ville, si la ville choisit d'aller dans cette direction-là, d'aller vers cet engagement clair envers la culture à Montréal et pas juste envers des grands événements, mais envers des institutions qui vont être ancrées à même la communauté et dans les quartiers pour les citoyens et pour des plus petites initiatives, pas juste des gros festivals comme le jazz ou les francophonies, mais aussi à des initiatives qui sont davantage à l'échelle humaine. Puis la proposition aussi qu'on vient d'avoir, c'est oui, la culture, mais c'est aussi la question de responsabilité par rapport à l'environnement, par rapport à l'éco-responsabilité. Puis ça aussi, la ville, je pense, a un rôle à jouer et comment bâtir un bâtiment, un programme pour l'Empress qui puisse refléter tout ça. Donc, il y a comme, je pense que l'Empress peut jouer ce rôle si on veut, de phare ou d'aimant pour la culture dans Notre-Dame de Grâce. Mais encore faut-il que la ville lui confère ce rôle puis lui donne les moyens de pouvoir rallier une communauté puis de vraiment jouer ce rôle fort pour la culture. If I can pick up on that, I think that there's also, il y a aussi un enjeu de l'autre bord. So you're talking about kind of the push side pressure that like the support needs to be there and the commitment needs to be there to allow this resource to really flourish. But we should think also about, you know, what would happen if we were dramatically successful with this? If it were to be successful, you need to have kind of the pull side pressure on the other side as well, that if this is part of an economic strategy, that you say, well, we don't just have like the Quartier des Spectacles, and there's big stuff that goes on there, and then there's little stuff that goes on other places, and those two things don't talk to each other. Like you start to create a strategy for all of the small hubs to be incubators for the next big thing that's going to continue to grow your central artistic economy. So if we don't have those supports that say, you know, every month, we need just a very curious individual to walk around and look at what's going on at the Empress and say, wow, that's really cool. Like I need to find a way to support this thing that started here to grow it into something bigger. If that kind of infrastructure isn't there, we create like the pathway for people to start building, and then they kind of end up at this wall where they can't progress further. So it really is part of like a wider strategic decision of how it is that we're going to create a sense of community and a sense of, well, an economy that creates value in the 21st century. And the cultural economy is such a valuable part of that. Mr. Peterson, you wanted to ask to add something to this comment? Or you had your... Sorry, I always fight to find the buttons in the corner of my house where my kids aren't doing homework. But just to say to Brooke, very much agree that the alignment of what do they call it? Having a cluster of artists that work together for an economy has to be part of this project. Clusters worked in Italy very well. Just look at anything from their machinery to their furniture, the way their furniture manufacturing works. They work with clusters. In NDG, we have 4% of artists. We're above national levels of artists within our community. We have more reasonably middle-class society, so also a lot of support and concern there to get involved. So I think driving the idea of the mission of the Empress is going to be very central to our conversation. I don't pretend to know what that mission will be, but I think the discussions that are happening here, one thing we should look to is say, what is the mission?
what do we want to deliver? We heard about intergenerational. I think that's significantly important. Intercultural. We heard about the Pompidou Center, which is a shining light. But where can we in NDG put our shining light? But what I like, Brooke, about your presentation is the honesty about talking about how it can feed into the idea of working to make sure we don't create waste, working to how we keep aligned and involved local artisans and artisanals to keep our products' daily life sustained. So just a comment, just to say thank you. I really enjoyed your presentation. It's not really a question, it's just taking the opportunity to say thank you. Thank you very much. Yeah, last comment, Mr. Bonder. After that, we're going to do our little survey again. There's this thing. There's this thing called the internet. Brooke, are you the Decision Lab? Yeah. Thank you. Thank you again. I think we definitely have convincing people around the screen tonight. So, le petit sondage habituel, merci de le remplir avec enthousiasme. I think we have some people tonight this time of the day. Excellent. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you, everybody. We hope to see you. We have 2 other nights, and if you want to come, we definitely are going to have other very interesting presentation tomorrow and Thursday night. So feel free to join them. Merci beaucoup tout le monde. Madame Montgomery, you want to say a little word at the end, or? Oui, merci beaucoup tout le monde. Et alors, je pense que c'était très intéressant et je trouve les présentations formidables. Alors, j'ai hâte de voir les présentations demain soir aussi. Alors, merci beaucoup pour tout le monde, à tout le monde. Et on va se voir demain soir ou les autres gens peut-être. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. Stay safe. Bonne soirée. Bye.